Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 2 avril et pour ouvrir le journal du jour, nous allons parler du grand dossier du journal L'Équipe concernant les salaires de Ligue 1. On y a le droit tous les ans et évidemment il y a des choses qui sont quelque peu marquantes, choquantes, notamment l'ultra domination du Paris Saint-Germain en termes de rémunération des joueurs, mais également sur la rémunération de son entraîneur. On restera du côté de Paris pour évoquer la situation médicale de Fabian Ruiz et surtout pourquoi c'est important pour le Paris Saint-Germain, quels impacts ça a eu depuis déjà quelques semaines. On parlera de la sonorisation des arbitres, un grand sujet qu'on attend depuis pas mal de temps et qui est sur le point d'évoluer. On parlera de Jules Koundé et de son avenir. Et enfin, on clôturera le journal avec un point sur El Famoso classement FIFA. Bon, vous verrez la news. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Les 14 plus gros salaires de Ligue 1 sont des joueurs du Paris Saint-Germain. Ça veut dire que même les remplaçants du PSG, ils sont mieux payés que les top joueurs d'autres clubs. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie phénoménale que c'est. Comme d'habitude, nous avons le journal L'Équipe qui nous a livré un gros dossier avec un classement. Attention, les salaires sont bruts. Attention, les salaires ne comprennent pas les primes. Mais pour autant, quand on veut comparer les différents clubs, ça reste un classement d'après des estimations et pas des données factuelles qui restent tout à fait pertinents. On y est habitué. Voici ce qu'il en ressort et j'ai peut-être un petit peu abusé en disant top 14 PSG parce que Højbjerg est au même niveau que Doué et Chevalier, donc on pourrait dire top 12 full Paris Saint-Germain, mais tout de même on a donc dans le top 20 3 Marseillais, un Lyonnais et le reste ce ne sont que des Parisiens. Ça vous montre le déséquilibre absolument massif entre le Paris Saint-Germain et les autres clubs de Ligue 1. On le sait bien évidemment, vous n'apprenez pas avec cette news que le PSG a plus d'argent que les autres clubs français, mais voir que vraiment tu as plus d'une équipe de titulaires qui est mieux payée que même les stars des autres clubs, je sais pas vous, mais moi ça me met une petite baffe. Sur le classement, il y a quand même des choses à noter, notamment du côté du Paris Saint-Germain sur les plus gros salaires. Lucas Hernandez, mon Dieu, il touche quand même 1,1 million d'euros brut mensuel. Il a un contrat jusqu'en 2028, donc t'es pas prêt d'en être libéré. Et puis il y a également Zahir Emery, le 5e salaire de Ligue 1. Donc oui, il faut parfois être indulgent parce qu'il est jeune et c'est un joueur qui a encore besoin de temps pour progresser. Mais en même temps, il est déjà payé comme un cador. Donc ça amène le droit d'être exigeant, même quand il y a le facteur jeunesse qui amène un peu d'indulgence. Sur les entraîneurs, alors là, c'est encore plus une dinguerie, puisque vous voyez que Luis Enrique touche quasiment 3 fois plus que le deuxième entraîneur le plus payé, à savoir Fonseca. C'est finalement assez logique parce que c'est un coach qui a un standing que les autres n'ont pas et pour le coup ça me choque pas du tout. Par contre, Habib Beye, qui est le 3e salaire de Ligue 1 avec une rémunération à 230 000 euros, je sais que Marseille est un gros club, je sais que Marseille a de l'argent, mais quand je regarde le CV d'Habib Beye, je me demande ce qu'il a fait pour justifier une rémunération aussi haute. Alors à noter que le journal de L'Équipe précise que le salaire de Pocognoli est donné en net et non en brut, et du coup ça bouscule un petit peu le classement, mais tout de même. Et si on l'entre enseignement, c'est quand on va tout en bas du classement et qu'on regarde ce que touche Benoît Thavenot, un homme du peuple avec seulement 25 000 euros. Alors évidemment, 25 000 euros pour un emploi normal, ce serait absolument énorme. Je pense pas que vous touchiez ça, je ne touche pas ça non plus, mais finalement c'est une rémunération qui est plus proche d'un salaire entre guillemets normal que du salaire des top entraîneurs de Ligue 1 où c'est x10, et encore je dis x10, je comprends pas Luis Enrique dans le classement, donc ça remet un petit peu les choses en perspective. En tout cas, un dossier toujours très intéressant du journal de L'Équipe, mais rappelons-le, brut, rappelons-le sans les primes, rappelons-le, ce sont des estimations et pas des données factuelles, même si généralement le journal a prouvé dans le passé qu'ils étaient plutôt fiables sur ces données. Blessé, pas blessé, il reviendra vite, il reviendra pas vite, il est pas blessé, mais quand tu le mets sur le terrain, il peut pas jouer, donc il est blessé. Ce n'est pas Fabian Ruiz, c'est le joueur de Schrödinger du Paris Saint-Germain. Parce que oui, la situation médicale autour de Fabian Ruiz est en train de s'arranger, le joueur va faire son retour, mais il faut quand même avouer qu'il est absent depuis voire fin janvier, que ça fait déjà un paquet de semaines, et que tu pensais que sa blessure allait rapidement se régler. Il y a eu une inflammation, le journal L'Équipe en parle aujourd'hui, et ça a rendu la situation un petit peu plus complexe. Et dans cette situation,
Moi je pense à Zahir Emery pour qui les étoiles se sont alignées. Au tout début de saison, il a beaucoup joué parce qu'il fallait faire reposer les cadres du Paris Saint-Germain. Ensuite, il y a eu Hakimi qui est parti à la CAN et du coup il l'a remplacé au poste de latéral droit. Et puis encore par la suite, Fabien Ruiz était blessé et du coup il a pris sa place, ce qui fait que Zahir Emery a eu un nombre de minutes de jeu absolument hallucinant. C'est quasiment 3500 minutes cette saison, c'est plus que la saison passée et surtout cette saison c'est le Parisien qui a le plus joué tout simplement. Mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est que si j'adore Warren Zahir Emery, Fabien Ruiz ça reste le chaînon manquant du milieu du Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui était incroyablement indispensable la saison passée et d'ailleurs ses stats en Ligue 1 pour la saison dernière sont délirante, il est incroyable partout. Les seuls domaines où il est un peu en retrait, c'est soit parce qu'il n'est pas responsabilisé dans le jeu, c'est simplement pas son rôle, on n'attend pas de lui qui dribble par exemple, soit c'est des données défensives sur lesquelles il a non seulement pas forcément la responsabilité non plus, mais où en plus le PSG a une telle possession en Ligue 1 qu'évidemment tu as un peu moins d'occasion que si tu jouais dans un club de bas de tableau. Donc Fabien Ruiz c'est un élément qui va être décisif pour la suite de saison du Paris Saint-Germain. J'espère qu'il sera en pleine forme pour le match face à Liverpool, parce qu'il y a le retour, et il y a le retour en pleine forme, ce sont quand même deux choses différentes. Et si on avait enfin la sonorisation en Ligue 1 cette semaine, même pour le match entre le Paris Saint-Germain et Toulouse, c'est Radio France qui nous l'apprend et c'est une excellente nouvelle tant c'est quelque chose dont on parle depuis déjà pas mal de temps et quelque chose que je vois d'un bon œil. Alors je suis pas suiveur du rugby, mais que les fans de l'Ovalie me corrigent si je dis une bêtise, c'est déjà en place dans ce sport et j'ai l'impression que ça reste quand même quelque chose d'énormément apprécié par les supporters. Je me suis toujours dit que dans le football ce serait quelque chose de positif étant donné qu'on a parfois des incompréhensions majeures au travers des décisions arbitrales, on a du mal à comprendre les motivations des arbitres et quand on a du mal à comprendre quelqu'un, je pense que la communication c'est la meilleure des solutions, la pédagogie aussi et la sonorisation des arbitres c'est un excellent moyen pour ça. Alors les arbitres étaient pas forcément giga pour, mais c'est pas quelque chose qui sort de nulle part non plus, ils y ont été formés en 2024 de mémoire, tout du moins à partir de 2024, donc c'est pas une décision qui sort de nulle part, mais on attendait la mise en place massive, c'est pas encore la mise en place massive, mais ici on parle d'un match du Paris Saint-Germain donc qui va être beaucoup regardé, d'un match de Ligue 1 donc de l'élite du football français, c'est une mise en place qui a donc du sens et elle va notamment être utile lors des consultations de la VAR, de l'arbitrage vidéo pour que l'arbitre puisse expliquer ses choix et c'est vrai que là c'est d'autant plus important qu'on reste souvent sur ces séquences avec une grande incompréhension. J'espère que ça va être une réussite mais moi je vois ça d'un très bon œil, c'est la Ligue 1 qui avance et qui se met enfin à l'air du temps. Liverpool, Manchester City et même Chelsea voudraient Jules Koundé selon Mundo Deportivo. D'après mes propres informations, la Fashion Week serait également sur ses traces, mais ça, c'est une autre histoire. Et c'est pas une information bidon parce que Deco, le directeur sportif du Barça, l'a lui-même confirmé pour Manchester City et pour Liverpool. Il y a un intérêt pour le joueur. Et finalement, quand on regarde un petit peu la situation économique du FC Barcelone, la situation en termes de jeu également, les étoiles semblent s'aligner pour un départ qui est pas forcément probable cet été, mais qui est tout à fait possible. Déjà, le premier élément, c'est que sous Hansi Flick, les latéraux du FC Barcelone sont amenés à avoir un rôle relativement offensif. Et vous n'êtes pas sans savoir que Jules Koundé, c'est à l'origine un défenseur central. Il a énormément progressé sur la partie offensive en tant que latéral. C'est un joueur que je trouve absolument incroyable tant il a su développer ses qualités. Mais chasse naturelle, il revient au galop. Jules Koundé, ça reste surtout un mec qu'on loue pour ses qualités défensives. Donc en termes de jeu, tu peux dire qu'il y a une petite porte ouverte. La deuxième porte ouverte, c'est d'un point de vue économique. On sait que le FC Barcelone a des ambitions assez énormes sur ce mercato estival. On va parler de Bastoni, on va parler de Julián Alvarez, on va parler de dossiers qui sont coûteux et qu'il faut financer. Et c'est là qu'intervient Jules Koundé, parce que finalement, c'est un joueur qui est très fortement valorisé sur le marché des transferts. Il a un contrat assez long, vous le voyez, donc ça met le Barça en position de force. Il est estimé par Transfermarkt à 65 millions d'euros, mais à mon sens, il pourrait partir pour même plus. Et du coup, avec des prétendants de cette qualité, parce que si tu vas, je reprends les deux premiers exemples du côté de City ou de Liverpool, tu régresses pas dans ta carrière pour Jules Koundé, on peut se dire que ça peut le faire côté joueur, ça peut le faire côté club vendeur, ça peut le faire côté club acheteur, donc affaire à suivre, mais peut-être qu'on va voir un des internationaux français les plus importants bouger au cours de cet été.
On a mieux qu'une Coupe du Monde, mesdames, messieurs, nous avons le classement FIFA, la première place pour la France. Alors, est-ce que ça veut dire que je juge ce classement crédible? Bien sûr que non. Est-ce que ça veut dire que tous les critères m'apparaissent comme cohérents? Bien sûr que non. Est-ce qu'en réalité, on a quelque chose à faire? Bien sûr que non. Mais voilà, la France était à la première place. On va pas retourner nos vestes en France, parce que moi, j'ai vu beaucoup de Français vanner les Belges quand ils se targuaient d'être au sommet de ce classement. On leur disait que ça valait rien. Bon, ben c'est la même chose pour nous, ça vaut rien si on est en première position. Mais pour une fois, je trouve que la gueule du top 5 de ce classement FIFA a une certaine cohérence. Alors ça tient qu'à moi, je vous donne mon avis à chaud. Ça se trouve, après analyse détaillée des équipes, je changerai d'avis. Mais pour la Coupe du Monde 2026, mes favoris, ce sont l'équipe de France, l'Espagne, l'Angleterre, le Portugal, et ils sont justement dans le top 5. Par contre, j'ai une petite pensée pour les Italiens. Il y a 48 équipes qui participent au mondial. L'Italie est 12e du classement FIFA, donc une position extrêmement intéressante. Et malgré tout, vous n'avez pas manqué l'information, ils ne seront pas présents à la Coupe du Monde. Un rappel de plus que cette succession de Coupe du Monde sans l'Italie, c'est une véritable anomalie pour le football. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, on va se poser une question majeure. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Et dans le football, qu'est-ce que le bonheur? Ce sont les résultats sportifs. Bon, pas seulement, mais laissez-moi filer ma métaphore. Et du coup, on va se demander la corrélation entre les moyens des clubs et les résultats des clubs. Vous avez peut-être remarqué que j'ai passé les questions de masse salariale globale à l'échelle des clubs pour la news sur les salaires de Ligue 1, et pour cause, je vais développer le sujet à l'échelle des clubs cet après-midi. Je trouve que c'est plutôt intéressant, et surtout d'analyser les corrélations et de juger les saisons à l'aune de cette petite analyse financière qui, évidemment, ne dit pas tout, est limitée. Il y a notamment des clubs qui fonctionnent beaucoup avec un système de primes, donc ça biaise un peu les choses, mais ça reste tout de même assez intéressant. Je vous donne donc rendez-vous aux alentours de 17 h. Qui fait bien votre journée. Salut!